Bonjour les amis depuis le magasin BB-Bike à Toulouse. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo qui va certainement vous intéresser car je vais vous expliquer comment faire le vélo de voyage parfait. Et oui, le vélo de voyage parfait. C'est vrai que parfait c'est un grand mot et ça dépend des critères de chacun. Mais je vais vous donner mon avis basé sur mon expérience et après ça sera à vous de juger, à vous de prendre les idées qui vous plaisent ou de dire en commentaire celles qui vous plaisent pas. Voilà, à vous de juger après, de choisir. Dans tous les cas, je pars d'un projet de A à Z. Donc, je vais vraiment faire ce vélo de A à Z, du début jusqu'à la fin. Donc, on part d'une idée, d'un projet. Donc, on va commencer par une partie théorique où je vais expliquer ce qu'il me faut, ce que je considère pertinent pour faire ce vélo de voyage parfait. Et après, je vais partir à la recherche de ce vélo pour essayer de le monter et de le faire comme j'envisage en tout cas. Ben écoutez, vous êtes chaud? Allez, ben c'est parti, on va commencer avec la théorie. Donc pour moi, que doit avoir le vélo de voyage parfait? C'est quoi le critère principal? Parce que là, je vois beaucoup de marques de vélos qui nous proposent des vélos censés être des vélos de voyage. Mais moi, quand je les vois, je me dis, non, là, il y a trop de marketing derrière. Ce n'est pas vraiment la vision que moi j'ai du vélo de voyage parfait. Donc qu'est-ce que vraiment on demande en premier temps à un vélo de voyage? Donc pour moi, c'est la solidité. Moi, je veux un vélo solide qui va résister un grand nombre de kilomètres. Donc pour moi, la solidité du vélo, c'est quelque chose d'essentiel. Donc je vais le noter déjà. Pour moi, mon premier critère, c'est la solidité. Bon, je n'écris pas très bien, mais voilà, ce n'est pas grave. Donc, solidité, c'est le premier critère. Ça, c'est incontournable. Donc, après, qu'est-ce qu'un vélo de voyage doit avoir? Il s'agit de vélos qui on va partir très loin. Après, bien sûr, je parle pas du voyage Toulouse-Carcassonne, Toulouse-Sète. Non, je parle vraiment d'un vrai voyage, d'un vélo qui peut servir dans des situations extrêmes. Je parle d'un Paris-Pékin par exemple. Donc qu'est-ce qu'il doit avoir? Ça doit être un vélo que si je suis en plein milieu de la campagne, moi j'aimerais avoir un vélo que je puisse réparer facilement. Un vélo facile à réparer, ça c'est très important. Imaginez, vous avez, je sais pas, je vais dire un système à frein à disque hydraulique, il y a la durite qui casse, l'huile qui part. Là, ce n'est pas facile à réparer. Là, il vous faut des équipements sophistiqués. Donc, c'est sûr qu'un système à câble, un système de freinage à câble, ça sera plus facile à réparer. Donc, la réparabilité de ce vélo. Donc, je veux un vélo facile à réparer. Donc, la réparabilité, ça c'est essentiel. Voilà, c'est un peu le retour à l'école. Donc, voilà, réparabilité. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il me faut? Aussi, un vélo. En ce moment, imaginons que je pars en Afrique, par exemple, ou au Kazakhstan, je sais pas. Je suis dans un village. Est-ce que j'ai une roue qui a cassé? Je veux la remplacer. Est-ce que si j'ai une roue de diamètre 29 pouces, je vais trouver facilement une pièce de rechange dans ces pays? Eh bien non, parce que ce sont des roues quand même assez particulières, c'est pas vraiment un format très démocratisé. C'est sûr que bon, en France, si vous cassez une roue 29 pouces, vous aurez aucun souci à en trouver. Mais dans des pays plus exotiques, ça risque d'être compliqué. Donc, je donne l'exemple de la roue, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc, c'est surtout la facilité à échanger, à remplacer mes pièces, mes composants. Donc, la remplaçabilité. Voilà, ce sont des noms très longs, mais vraiment, c'est très important pour un vélo de voyage. Donc, remplaçabilité. Voilà. Donc là, pour moi, ce sont les 3 critères essentiels. C'est vrai que certaines personnes pourraient me dire la légèreté, mais c'est un peu ridicule lorsqu'on pense à un vélo de voyage parce qu'on va venir le charger avec les bagages et tout. Donc la légèreté, ce n'est pas vraiment un critère essentiel. Après, bien sûr, si on peut l'alléger,
tant mieux, mais ce n'est pas un critère essentiel. Et d'autres, ils vont me parler aussi du confort. C'est un vélo sur lequel on va être de nombreuses heures dessus. Donc le confort, c'est important, mais vous verrez que ce n'est pas le critère principal qui va me permettre de choisir les composants. Parce que le confort, en quelque sorte, avec une bonne selle, ça suffira. Et un bon guidon avec une bonne guidoline, ça suffira pour notre confort. Parce que vous allez voir, si je rajoute ici le confort, donc du coup il me faudrait une suspension avant, peut-être une suspension arrière, et je ne veux pas ça sur un vélo de voyage. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce que si je rajoute une suspension avant, du coup on n'est plus dans la solidité ni dans la réparabilité. Voilà, cela, on l'élimine avec une suspension parce qu'une suspension, c'est un mécanisme un peu plus complexe. C'est vrai qu'il y a des suspensions de très bonne qualité qui peuvent être considérées solides, mais il n'y a rien de plus solide qu'une fourche classique. Et la réparabilité, une suspension, voilà, c'est des mécanismes un peu plus complexes. Ce n'est pas facilement réparable. Donc, moi, la suspension, pour un vélo de voyage parfait, dans ma vision des choses, il n'y a pas de suspension. Voilà, après vous pouvez rajouter une suspension si vous voulez. Donc du coup, confort, c'est important, très important, mais je ne vais pas le mettre dans les 3 critères principaux. Donc maintenant, avec ces 3 critères, je vais essayer de faire le vélo de voyage parfait. Donc chaque composant que je vais sélectionner pour ce vélo, je vais essayer, dans la mesure du possible, parce que ce n'est pas toujours évident, mais dans la mesure du possible, je vais essayer qu'il respecte ces 3 critères. Ça, c'est la base. Donc après, je vais devoir commencer ma recherche par le cadre du vélo. Donc voilà, je dessine un peu un cadre. Désolé, le dessin, du cadre, ce n'est pas mon point fort. En gros, c'est ça. Voilà, mon cadre. Donc, ce cadre, il existe plusieurs matériaux. Est-ce que je le prends en aluminium? Est-ce que je le prends en acier, en carbone, titane? Pour le vélo de voyage, moi, je privilégie l'acier. Pour moi, l'acier, c'est le choix le plus cohérent. Parce que l'acier, c'est confortable. Après, c'est vrai que j'ai pas mis le confort dans mes critères, mais l'acier, c'est un matériel très confortable. Ça se remercie. Mais principalement, je choisis l'acier parce que c'est un matériel qui est solide, qui a une durée de vie qui est géniale et surtout la réparabilité. L'acier, c'est un matériel facile à souder. Après, c'est vrai que casser un cadre, c'est très difficile. Vraiment, il faut y aller. Mais si jamais ça arrive, si jamais j'ai ce souci, l'acier, je peux le souder dans n'importe quel village, même dans les pays du tiers-monde. Il y a des gens qui soudent l'acier, donc j'aurai aucun souci. Avec un cadre aluminium, ça serait plus compliqué d'avoir une soudure de qualité qui soit fiable, qui me permette de finir mon voyage. Donc pour moi, l'acier, c'est le meilleur choix. Après, bien sûr, si vous avez un bon cadre en aluminium, ça peut le faire aussi. Mais moi, dans mon idée de vélo parfait, c'est un cadre acier. Voilà, c'est essentiel. La fourche. Donc la fourche pour moi, voilà, une fourche rigide. Je veux pas de suspension. Je ne veux pas. Je vous expliquais déjà pourquoi. Il y a plein d'autres raisons. Mais voilà. Maintenant, le diamètre des roues. Donc, je veux des roues de 26 pouces. Des roues de VTT 26 pouces. Ça, pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment la base. La base, c'est cadre acier, roue 26 pouces. Mais encore, le cadre, je peux l'avoir en aluminium, c'est pas grave. Par contre, les roues, pour moi, un vélo de voyage parfait, il doit avoir des roues de 26 pouces. Premièrement, parce que ces roues de 26 pouces, on les trouve partout. Partout. Ce sont les vélos, la plupart des vélos en magasin, dans le supermarché, ils sont vendus en 26 pouces. Vous trouvez ça facilement. Ce sont des roues que vous pouvez trouver pour pas très cher. Et dans tous les pays du monde, vous trouvez des vieux VTT avec des roues de 26 pouces. Si vous avez des roues de 28 pouces, ça va être plus compliqué à trouver, surtout dans certains endroits. C'est vrai que, comme j'insiste, sur des pays développés, vous aurez aucun souci de trouver des roues de 28 pouces. Par contre, les 26 pouces, vous les trouvez. En plus, c'est des roues un peu plus petites. Donc, c'est vrai que ça roule un peu moins vite, mais elles ont des rayons plus courts, donc plus solides. Ce sont des roues aussi plus solides et ça permet d'avoir un vélo aussi plus maniable. Si on est chargé,
ça se remercie. Surtout si on a des bagages à l'avant, mais des roues de 26 pouces, c'est le top. Voilà, donc pour moi, roues de 26 pouces. Je vais essayer de chercher par contre des roues de très bonne qualité. Là, sur les roues, il faut mettre le maximum. Là, il faut pas économiser. Les roues, c'est très très important. C'est dans l'idéal, il faudrait qu'elles tiennent tout le long du voyage. Après, le nombre de vitesses à l'arrière. Donc à l'arrière, moi, je préfère ne pas avoir un grand nombre de vitesses. Pourquoi? Parce que quand vous avez des cassettes de 10, de 11 vitesses, ça fait que on a des chaînes très très fines. Et ces chaînes très fines, elles sont fragiles. Donc je veux des chaînes plutôt épaisses, plutôt larges. Donc dans l'idéal, cette vitesse, ça peut être bien, parce qu'on a une chaîne assez large. Par contre, c'est vrai que cette vitesse, ça commence à faire des vélos qui datent un peu. Donc, on va dire un bon compromis, ça serait le 7. Le 8 vitesses, ça serait un très bon compromis. Voilà. Et maximum 9 vitesses. Ça serait vraiment le maximum. Parce que au-delà de 9 vitesses, la chaîne sera très très fine et ça risque ça sera plus fragile. Voilà. Donc 7, 8 ou 9. Donc, pour choisir le milieu, on va prendre plutôt le 8. Mais ça, en fonction de ce qu'on trouvera. Donc, une cassette de 8 vitesses. Pour le pédalier, mais moi, je conseille le triple plateau. Après, il y a un débat là-dessus, mais avec un triple plateau, vous passez partout, vous faites tous les dénivelés. Donc, je vais prendre un triple plateau. Voilà, ça c'est... Après, tout ça, vous pouvez le modifier, mais c'est dans l'idéal, pour moi, c'est ça. C'est ça. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Pour le reste, pour le guidon, ça on pourra le voir plus tard, mais dans l'idéal pour moi c'est le guidon papillon pour le voyage. C'est celui qui nous permet d'avoir une posture assez droite, assez relevée et en même temps qui nous permet de changer la posture pour nous dégourdir, pour ne pas avoir toujours une position voilà, qui soit toujours statique. Et c'est ce que je comprends pas trop des vélos gravel. Maintenant on vend les vélos gravel comme des vélos de voyage. Moi, je trouve qu'un guidon cintré, ce n'est pas le top. Ce n'est pas le top parce qu'on est très penché. C'est vrai qu'on avance plus vite, mais sur de très longues distances, moi, je ne considère pas que ça soit le meilleur choix. Donc, d'où le choix que je fais, d'où le choix de fuir tout cet aspect marketing. Voilà. Après, freinage. Le freinage, pour moi, ça sera un freinage à patins. Ça, c'est inconditionnel. Je ne veux pas entendre de disque pour mon vélo de voyage parfait. Tout ça pour remplir, voilà, solidité. Bon, la solidité, le disque peut être solide, mais pour remplir ces deux critères, la réparabilité et la remplaçabilité. Si vous allez dans des pays exotiques, le frein à disque, mais vous trouverez pas. Donc, frein patin. Donc ici, le freinage classique, V-brake, ça serait l'idéal. Après, vous avez le tirage central, mais il n'est pas très efficace. Moi, je conseille vraiment les V-brake. Donc, V-brake, patin. Voilà. De toute façon, V-brake, il n'y a qu'un patin. Voilà. Donc, ça, c'est le freinage. Quoi d'autre? Le changement de vitesse, les leviers. Moi, là, je parlerai de ça plus tard parce que j'ai tout un discours à vous faire sur ça. Mais donc, je parlerai de ça plus tard. Et les systèmes de frein aussi, les leviers de frein, si possible, métalliques, et à éviter ceux qui sont en plastique. C'est vrai que pour des utilisations occasionnelles, ça marche très bien, mais par contre, pour un usage intensif, je veux quand même des leviers en aluminium, mais résistants, que ça résiste bien. Mais voilà, bien en gros, je pense avoir fait le tour. Après, oui, bien sûr, il y a la pneumatique. On va prendre des pneus anti-crevaison. La selle, on va bien sûr choisir une selle confortable. Ça, c'est évident. Mais en gros, les principaux choix à faire, c'est ça. Hein. Tout ça en respectant solidité, réparabilité, remplaçabilité. Après, pour les dérailleurs, je choisirai des dérailleurs de qualité, des hauts de gamme. Hein. Même s'ils sont anciens, je vais prendre des mécanismes fiables. Et pareil, surtout pour le dérailleur arrière, que les galets. Les galets, ce sont les petites roulettes qu'il y a, que ça soit d'un format qu'on trouve assez facilement. Voilà, donc ça sera essentiel. Donc voilà, donc en gros, c'est ça. Et en me basant sur ça, je vais me lancer dans ce projet. Donc je vais partir à la recherche de vélos, de pièces, de composants pour monter, pour assembler le vélo parfait. Bon, ben c'est parti et on se revoit dès que j'aurai tout ça.
Bon les amis, après quelques recherches, j'ai enfin trouvé ce magnifique vélo. Donc il s'agit d'un VTT Lapierre Titanium Edition. Et malgré le nom Titane, je vous rassure, non, ce n'est pas un titane, c'est un cadre en acier. Ce que je cherchais à la base par rapport à tout ce que je vous ai expliqué avant. Donc pourquoi j'ai choisi ce vélo? Mais déjà en premier temps, le prix, j'ai réussi à l'avoir à 180 €. Donc c'est un prix vraiment très intéressant parce que bon, certains vont se dire que c'est beaucoup, mais pour ceux qui connaissent, je vous rassure, c'est une très bonne affaire. Et moi j'adore tous ces VTT anciens des années 90, début 2000, parce que ils faisaient des cadres en acier, des cadres haut de gamme en acier. Et c'est le cas de celui-là. Donc je recherchais justement ces VTT anciens. En plus, on les retrouve à des prix hyper abordables. Moi, j'ai choisi celui-là, mais il y en a plein. Et vous avez même les Rogue Rider 500, les anciennes versions. Ils sont super, ils sont légers, ils sont fiables. Ça peut être une très bonne base pour votre vélo de voyage. Et ça se vend à une misère. Et vous les trouvez des fois à 50 €. J'en ai vu à 50 €. Et ça peut être une base excellente. Surtout la qualité de l'acier. Là, on a un acier de la marque Fuji. Donc, ce sont des aciers très légers, très résistants et en plus, ils sont résistants à la corrosion. Donc, c'est vraiment le top. Surtout lorsque vous devez choisir un cadre en acier, essayez s'il y a les étiquettes, essayez qu'il y ait marqué cette mention CR-MO. Donc, ça veut dire Chrome Moly. Donc, si vous voyez Chrome Moly, donc CR-MO, c'est déjà un gage de qualité plutôt que de prendre des aciers qui a marqué High 10, donc des aciers de supermarché surtout qui sont très lourds et qui rouillent très facilement. Donc cherchez vraiment l'étiquette CR-MO, ça serait vraiment le top, ça peut être une très bonne base. Après, qu'est-ce que j'aime? Mais les roues ce sont les Mavic Sup de VTT et ça, ce sont des roues superbes, hyper fiables. En plus, ils ont des jantes double paroi, pardon. Donc double paroi, c'est vraiment le top parce que il faut savoir que les roues entrée de gamme, elles ont une simple paroi et ça va se voiler très facilement. Donc les jantes double paroi, ça résistera beaucoup plus pour de longues distances, c'est le top. Et comment savoir s'il s'agit d'une double paroi ou d'une simple paroi? Mais ce que vous faites, c'est que vous enlevez le pneu, la chambre à air, le fond de jante. Donc le fond de jante, c'est ce petit plastique qu'il y a à la base ou ce tissu. Donc vous le retirez et si vous voyez directement les têtes des rayons, ben, ça veut dire que c'est une simple paroi. Par contre, si vous avez une couche métallique par-dessus qui est percée et vous voyez les rayons au fond de ce perçage, ben, ça veut dire qu'il s'agit d'une double paroi. Donc vous voyez bien les deux couches métalliques. Donc cherche privilégier les doubles parois. Aussi, qu'est-ce que j'ai aimé? Ben, les composants. Les composants, regardez-moi ce dérailleur arrière et ce dérailleur avant, ils sont entièrement métalliques. Il n'y a pas de plastique. Bon, à part les galets pour le dérailleur arrière, mais ça c'est normal. Bon, même s'il y a des galets en aluminium, mais les galets en plastique, ça apporte un peu plus de souplesse. Mais sinon, tout le corps, il est en acier. Et moi, ça c'est primordial. Ça veut dire que c'est un dérailleur très fiable, très résistant. Et vraiment, c'est génial. Aussi, le pédalier. Le pédalier, on peut remplacer les plateaux. Ça, c'est le top. Ce ne sont pas les pédaliers entrée de gamme où c'est riveté. Vous pouvez, quand c'est mort, vous remplacez tout. Non, là, on peut remplacer uniquement les plateaux. Donc, c'est le top. En plus, il est tout métallique. Très sympa. Ce n'est pas le haut de gamme de l'époque, mais ça reste un matériel de très bonne qualité. Pas besoin non plus de chercher le top du top. Non, non, ça suffit largement. C'est vraiment le top. Bon, après, il y a des choses que j'aime pas trop. Ça va être des pédales en plastique. Ça je vais le virer. Ça c'est évident. Les freins, c'est un système cantilever, donc à tirage central. Et par contre, ces systèmes-là, je vais le remplacer. Je vais mettre un frein classique, un V-brake, un système V-brake. Mais par contre, c'est sympa d'avoir ce petit support ici qui me donne, si un jour je casse mes freins, la possibilité de remettre un système à tirage central. Parce que moi, je me dis, je suis peut-être au milieu de nulle part, dans un village perdu, et si je casse mon frein, je veux le remplacer facilement, mais je pourrais faire avec ce que je trouve. Donc, j'aurai la possibilité des deux systèmes. Donc, ça, c'est le top. Donc, déjà, j'ai cette possibilité. Après, la fourche suspendue, elle est de bonne qualité, mais je n'en veux pas. Je veux une fourche rigide, donc ça, je vais le virer. Cette fourche-là, je vais la virer.
La potence réglable. Je sais qu'il y a certains qui aiment ça, les potences réglables pour régler la hauteur, pour être plus relevé. Mais pour moi qui dit potence réglable dit axe, et pour moi qui dit axe dit point faible. Donc pour moi, ça, je vais le virer. Je veux une potence rigide, classique, comme ça, pas de souci, parce que à force de prendre, de faire des kilomètres, les vibrations et tout, ça peut s'abîmer, ça va prendre du jeu. C'est vraiment un point faible. Donc ça, je veux pas. Cette potence réglable, très pratique pour la ville, tout ça, mais pour des longues distances, je la vire. Le guidon droit, je n'en veux pas. Je veux un guidon papillon pour le voyage, pour pouvoir me dégourdir les mains, pour changer de position. Ça, je vais le virer. Les leviers de vitesse. Ben, je ne veux pas ce système, même si les gâchettes c'est sympa et tout, je ne les veux pas. Je vous expliquerai plus tard ce que je vais mettre et pourquoi je vais mettre ça. Donc ça, je vais le virer. Les freins aussi, ils sont solidaires des leviers de vitesse. Donc je vais aussi les virer. Je mettrai un autre système de frein. Après, bon, la sonnette, peut-être je mettrai une plus jolie, mais sinon c'est bon. Et voilà, et je pense avoir fait un peu le tour. Bon, les pneus aussi, je mettrai des pneus vraiment pour le voyage. Je vous montrerai tout ça plus tard. Mais je pense avoir fait le tour, comme j'ai dit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout démonter, tout lubrifier, tous les pièces que je vais garder, je vais bien les nettoyer, bien les préparer. Et après, ben, il faudra sélectionner, il faudra chercher les nouvelles pièces. Mais dans un premier temps, déjà, il y a la partie démontage et nettoyage. Vous êtes chaud? Allez, mais c'est parti! Bon, ben, j'ai tout nettoyé, j'ai tout lubrifié, donc le remontage peut commencer. Bon, ben, j'ai récupéré cette fourche rigide que j'avais en stock et que j'ai poncé et j'ai repeint moi-même. Donc je pense que cette couleur verte sera parfaite avec le cadre. Donc cette fourche, je l'avais en stock. C'était une fourche de très bonne qualité, pareil en acier chrome moly, donc très légère, très fiable. Et comme je vous ai dit au début, je préfère avoir une fourche rigide plutôt qu'une fourche suspendue. Donc voilà, j'installe ça et vous verrez, ça sera génial. Pareil, pour la potence, j'ai choisi cette potence rigide qui est très simple, très fiable et qui viendra remplacer la potence réglable qu'il y avait de série. Pour le boîtier de pédalier, j'avais à la base ce boîtier scellé, mais qui aurait très bien pu faire l'affaire, attention. Mais moi, je suis un peu maniaque sur ça et je préfère les vieux systèmes, les vieux boîtiers de pédalier où tout est démontable, où je peux remplacer facilement mes roulements. Donc là, j'ai des roulements tout neufs et ça, c'est super parce que si je casse une seule bille, mais pas la peine de remplacer tout le bloc. Juste, il suffit de remplacer la bille. Alors que là, dès qu'il y a un truc qui lâche, ben, il faut tout remplacer. C'est systématique. Donc moi, par des convictions d'entretien, d'écologie et tout ça, je préfère les vieux systèmes qu'on peut tout démonter, on peut tout lubrifier. Et franchement, c'est le top. Donc voilà, donc je monte ça et vous verrez, on s'approche du but les gars. Bon, finalement, je n'ai pas pris l'ancien pédalier qui était un peu particulier. Il demandait des plateaux spéciaux avec des dimensions très particulières, donc très difficiles à trouver. Donc j'ai finalement opté par un autre pédalier que j'avais en stock et qui lui, il accepte des plateaux plus standards.
voyage rime avec guidon papillon. Pour moi, c'est un incontournable, même si maintenant c'est un peu à la mode ce type de guidon gravel qui ressemble un peu au vélo de course. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Le guidon papillon, même si ce n'est pas le plus esthétique, ça reste le plus confortable pour changer de posture, pour se dégourdir pendant de longues distances. Donc n'hésitez pas vraiment, guidon papillon, c'est le meilleur choix. Bon, mais pareil, pour les étriers de frein, je vais utiliser une paire que j'avais en stock, une paire de très grande qualité. Il s'agit des Cane Creek Direct Curve 2, donc des freins très puissants qui sont en plus très légers, en aluminium, métallique, donc vraiment tout ce que je veux et ça va être tout simplement génial avec ça. En plus, je vais ajouter des patins de très haute qualité, donc très résistants, qui ont une durée de vie prolongée et qui en plus ils freinent très bien lorsque la route est mouillée, donc ça va être le top. Allez, c'est parti! Bon, maintenant il est temps de parler des roues. Donc pour les roues, déjà premièrement la pneumatique. Donc il est évident que je ne vais pas utiliser les pneus que j'avais à la base. Donc pour moi, la référence, ce sont les pneus Svalb Marathon Plus. C'est vraiment la référence pour tout ce qui est longue distance, vélo de voyage, c'est le top. Ils ont une durée de vie énorme, ils sont anti-crevaison. Et vraiment, c'est le top. Pour moi, c'est un incontournable, même si vous avez d'autres marques qui font de très bons produits. Mais pour moi, les Svalb Marathon Plus, pour le voyage, c'est ce que je mets toujours. Après, je vais accompagner ces pneus avec des bonnes chambres à air, des chambres à air de grande qualité qui sont auto-réparables. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces chambres à air, il y a un liquide et en cas de crevaison, ce qui n'est pas facile avec ces pneus, mais si jamais ça arrive, ce liquide viendra boucher le trou et ça me permettra d'arriver à un endroit pour pouvoir les remplacer. Après, transmission. Donc, il est évident que si je pars à l'aventure, le mieux c'est d'avoir une transmission neuve, entièrement neuve. C'est-à-dire, je remplace les plateaux, je remplace la cassette, je remplace la chaîne. Donc là, pareil, transmission neuve. Donc, je vais mettre une cassette 7 vitesses. Il faut savoir que plus vous avez des vitesses et plus votre vélo est fragile, surtout la chaîne. Plus il y a de vitesse, plus la chaîne va être fine et donc fragile. Donc moi j'ai choisi vraiment cette vitesse, ça me suffit. Avec le triple plateau, ça me suffit et ça me permettra d'avoir une chaîne plus large qui durera plus, qui pourra faire plus de kilomètres, plus résistante. Et pareil, après cassette, ce n'est pas la peine de prendre les plus chères qui cherchent vraiment à alléger le poids. Et du coup, qui dit alléger dit fragiliser aussi dans la plupart des cas. Donc, je prends une bonne cassette, mais pas la plus chère du marché, ça ne sert à rien. Pareil pour la chaîne, une chaîne standard, ça suffit. Une première prix même, ça suffit. Parce que plus elles sont chères, en général, plus ils essaient d'alléger, donc de fragiliser. Donc, vous ne prenez pas la tête pour le choix de votre chaîne, n'importe laquelle fera l'affaire. Cette vitesse, c'est parfait, elles sont très résistantes. Et voilà, donc là, je pense que tout est prêt. Donc, je vais passer au montage de tout ça. Juste petit détail, lorsque vous installez ce type de pneu, généralement, il y a un sens de rotation. Donc, faites attention à ce que votre roue tourne dans cette direction parce que sinon, vous n'allez pas exploiter tout le potentiel de ces pneus. Pour retrouver le sens de rotation, généralement, il est écrit sur les flancs. Vous voyez indiqué rotation et une flèche. Donc, mettez bien cette flèche dans la direction où la roue tourne. Après, je sais que ces pneus sont assez chers. Ça peut dissuader à certains de les acheter. Mais franchement, si vous utilisez le vélo régulièrement comme vélo taf ou pour un voyage, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas parce que vous allez très vite les rentabiliser. Vous allez économiser plein de crevaisons. Vous allez aussi avoir une durée de vie de pneus beaucoup plus longue. Et vraiment, ça vaut le coup. Donc voilà, donc je continue. C'est vrai que aussi, ces pneus anti-crevaison sont un peu difficiles à installer. Ils sont très raides. Mais voilà, forcez un peu, mais vous verrez à la fin, ça rentrera. Et après, vous n'aurez plus à vous occuper pendant un bon moment. Allez, c'est parti!
les amis, maintenant je vais vous parler du choix que j'ai fait pour les leviers de vitesse. J'ai laissé ça un peu pour la fin parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ça. Donc moi, personnellement, pour un vélo de voyage, un vélo où je ne sais pas trop où je vais atterrir avec, pour moi, le mécanisme le plus solide, le plus fiable, ce sont les vieux systèmes à friction, les vieux leviers que vous rencontrez sur les anciens VTT d'il y a 20, même 30 ans. Et pour moi, d'après mon expérience en tant que technicien cycle, c'est le mécanisme le plus fiable. J'ai rencontré plein de VTT qui sont équipés de ces mécanismes à friction et même s'ils ont été exposés à l'humidité, à la saleté, à la poussière, à tout, ça marche toujours. Ces systèmes-là, ils fonctionnent toujours, alors que ce n'est pas le cas pour les poignées tournantes ni pour les systèmes à gâchette. Mais par contre ça marche toujours. Et leur secret, c'est la simplicité. C'était vraiment un mécanisme qui est très très simple, très facile à entretenir. Vous pouvez le démonter entièrement et le nettoyer et le remonter. C'est très simple. Il y a très peu de pièces et ce ne sont pas des pièces difficiles à assembler. C'est vraiment simple. Donc pour moi, c'est vraiment le top. Et en plus, c'est vrai que vous avez certains qui sont métalliques. J'aurais préféré avoir les Shimano Deore, mais bon, ils sont un peu difficiles à trouver. Et j'avais ceux-là et ça marche très bien. En plus, c'est du gros plastique, ça ne casse pas. Hein. J'ai rencontré, comme j'ai dit, sur des VTT d'il y a 30 ans, les systèmes en plastique, mais ça ne casse pas. C'est hyper fiable. Un grand avantage aussi, c'est si vous devez remplacer votre roue arrière, si vous devez changer le nombre de vitesses de votre roue arrière lors d'un voyage. Donc ça peut être vraiment problématique. Imaginons quand de base j'ai une cassette de 7 vitesses, ma roue arrière lâche, ma cassette aussi, je trouve une roue sur le chemin équipée en 9 vitesses, mais avec un système indexé, ça serait vraiment pénible, ça serait vraiment embêtant. Ça pourrait fonctionner, ça pourrait dépanner, mais les vitesses elles seraient pas bien synchronisées, ça serait vraiment très désagréable. Et avec ces systèmes à friction, il n'y a aucun souci. Certains leviers, le levier gauche est toujours à friction, ça il n'y a aucun souci. Mais les leviers droits, des fois, ils avaient une indexation. Normalement 6, 7, même 8 vitesses des fois. Mais certains Shimano, ils avaient un deuxième petit levier avec deux positions, une position indexée et une position à friction. Et si jamais je dois remplacer ma roue arrière, mettre une cassette de 9 à la place d'une cassette de 7, mais du coup ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le mode indexé, je vais passer au mode friction, donc en levant ce petit levier, et là du coup j'aurai un passage de vitesse à friction, c'est-à-dire que ça ne sera pas un clic, une vitesse, donc ça ne sera plus synchronisé. Et là, à friction, c'est à moi de venir chercher la vitesse. Donc j'aurai un système qui marchera très bien, peu importe le nombre de vitesses que j'aurai à l'arrière. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est un peu technique peut-être, mais en tout cas, ça marche, ça a fait ses preuves. Et j'ai même monté ces systèmes-là sur des cassettes de 10 vitesses et ça marche, c'est un peu limite, mais ça marche. Et du coup, pour moi, ça, c'est l'argument de poids, c'est ça ce qui fait la grosse différence. Après, vous avez certains leviers anciens où il n'y a pas ce mode friction, surtout sur les leviers gauche, pour les leviers droits, pardon, pour le dérailleur arrière. Donc dans ce cas, ce n'est pas valable, donc évitez cela. Il faut vraiment qu'il y ait ce petit levier avec les deux modes et là, ça sera le top. Une autre solution, ça serait mettre deux leviers gauche, c'est-à-dire un levier gauche à gauche et un levier gauche à droite, parce que eux, ils sont toujours à friction. Mais bon, la sortie de la gaine, surtout du côté droit, elle serait mal placée, donc ça vous ferait faire une boucle un peu bizarre de la gaine. Donc ça ne serait pas le top. Après, vraiment, on les trouve facilement sur des vieux VTT. Voilà, donc c'est une pièce facile à trouver qui ne coûte rien en plus. Et ça fera toute la différence en cas de souci. Voilà, donc je voulais juste vous parler de ça. Mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Mais pour moi, s'il n'y a pas photo, pour moi c'est ça. Donc je vais les installer et voilà, ça sera le top.
arrivé au moment où il faut choisir la selle parce que celle d'origine, elle est en très mauvais état et voilà, on va se faire un peu plaisir quand même sur le vélo parce que la selle, c'est une partie très importante du vélo, surtout des vélos de voyage parce que vous allez passer beaucoup d'heures sur votre vélo. Donc, c'est très important que la selle soit confortable, que vous preniez le temps de bien la choisir. Et moi, j'ai fait un choix. Donc j'ai opté par une magnifique selle Brooks, donc la classique est la B17, qui pour moi est une selle déjà esthétiquement, elle déchire, elle est magnifique et au début c'est vrai que ça sera pas la plus confortable, mais avec le temps les selles en cuir elles épousent la forme de vos fesses et elles deviennent très confortables. En plus elles sont presque personnelles parce qu'elles vont avoir vraiment la forme selon votre morphologie. Donc vraiment les selles en cuir c'est génial. Et surtout, j'adore ces selles parce que aussi, niveau durabilité, c'est des selles qui durent, si elles sont bien entretenues, elles durent voilà, beaucoup d'années, des décennies. Je retrouve des vélos des années 60 avec des selles en cuir d'époque, d'origine qui sont encore opérationnelles. Donc pour vous dire la qualité d'une selle en cuir, d'une bonne selle en cuir. Et la Brooks B17, qualité-prix, c'est un très bon choix. Donc je vais équiper ça et franchement, ça va être... Voilà, ce vélo-là, on est en train d'atteindre un niveau très haut, très haut. Mais bon, je monte ça et on parle après. « 12,55 kg, c'est le poids de mon vélo de voyage parfait. Terminé. Bon, terminé, en tout cas la base, parce qu'après il faudra rajouter les accessoires, mais ça va dépendre de chacun. Chacun mettra des accessoires à son goût, selon sa pratique et tout ça. Donc je ferai après mon montage, mais en tout cas la base, elle est là, elle est terminée et franchement je suis très satisfait. Je l'ai même essayé, je l'ai testé et je suis ravi. Donc très belle sensation, un vélo qui est réactif, qui est très confortable. Vraiment c'est parfait, c'est parfait. Et surtout un vélo sur lequel je me sens en sécurité. C'est un vélo, c'est peut-être parce que je l'ai assemblé moi-même, hein, mais il n'y a pas que ça. Tous les composants ont été choisis justement pour ça, pour leur solidité, pour leur fiabilité et ça marche très bien. Donc je pense avoir atteint l'objectif que j'avais au début, donc les 3 critères, donc la solidité, c'est un vélo qui est très solide, la réparabilité, c'est un vélo qui est très facile à réparer, donc le coût d'entretien de ce vélo est vraiment minime, donc c'est un vélo qui va vous coûter très peu d'argent à entretenir et aussi les pièces sont faciles à remplacer, donc la remplaçabilité elle est là, elle est au rendez-vous, donc franchement j'ai atteint les objectifs et je suis vraiment très content. En plus c'est un vélo qui est esthétiquement, je le trouve joli et franchement c'est le top. Donc maintenant il restera je vais vous proposer à l'équiper, donc je vais vous proposer mon équipement, ce que moi je vais faire. Après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Chacun a ses critères. Il y a des gens qui aiment avoir des porte-bagages à l'arrière, à l'avant, un peu partout, sur le cadre. Il y a d'autres qui préfèrent mettre une remorque à l'arrière. Donc, les équipements, ça va dépendre de vous, de votre façon de voyager, comment vous aimez voyager. Donc, ce n'est pas vraiment ça qui va déterminer le vélo de voyage. Donc, moi, en tout cas, là, j'ai la base. Je vais l'équiper à ma façon. Vous pouvez vous inspirer ou pas. Ce qui va suivre, ça va être un choix personnel. Là, pour le vélo, c'était vraiment un choix que je vous conseille. Ce qui suivra, maintenant, le montage des équipements, c'est un choix personnel. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre. En tout cas, je vous le montre et ça peut vous donner des idées. Donc, ça va être un peu ma vision de vélo de voyage. Mais avant, je vais installer des petites étiquettes, des petits stickers que j'ai imprimés moi-même. Et voilà, ça va apporter un style en plus au vélo. Donc, c'est le gage de qualité. Donc, comme vous savez, j'ai le magasin BB Bike. Donc, je vais mettre une étiquette BB Bike. Et le vélo, j'ai décidé aussi de lui donner un nom, de le baptiser. Donc, ça va être le Voyageur 1. Parce que justement, c'est un vélo de voyage. Et je trouve que ça faisait sympa le nom. Ça fait un peu expédition. Donc, voilà. Donc, je vais coller ces étiquettes
et j'attaque le montage des équipements. Allez, c'est parti! Voilà mon vélo enfin terminé et franchement je suis très fier du résultat parce que déjà premièrement esthétiquement ça déchire, je sais pas, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez, mais vraiment esthétiquement ça déchire. Et deuxièmement l'aspect fonctionnel, mais il est là, c'est un vélo qui remplit les 3 critères que je demandais au début, donc solidité, réparabilité, remplaçabilité. Il a tout, c'est vraiment un vélo, ça vous le trouverez pas dans le marché, c'est pas du vélo marketing, c'est vraiment du véritable vélo fonctionnel. En tout cas, c'est mon avis, vous êtes libre de ne pas être d'accord, mais je pense que j'ai fait des bons choix pour toutes les situations. Donc maintenant, je pense que ça serait intéressant de voir combien m'a coûté ce vélo, ce montage, combien m'a coûté. Je vais faire en premier temps le devis sans les équipements, parce que voilà, les équipements c'est optionnel. J'aurais pu rajouter plus, et là j'ai mis des sacoches, les porte-bagages, j'aurais pu mettre des sacoches avant ou une sacoche de tige de sel, bref, j'aurais pu rajouter des trucs. En tout cas, vous avez la base, ça, voilà, l'idée est là. Donc c'était, voilà, après je peux rajouter des trucs en plus. Mais je vais faire d'abord le devis du vélo, le vélo de base. Donc il faut savoir que ce vélo, je l'ai eu à l'origine à 180 €. Donc à 180 €, faudra rajouter, je vais commencer par le haut, le cintre papillon qui m'a coûté 35 €. Donc 180 plus 35, ça me fait 215. La guidoline, bon en fait c'est pas tout à fait une guidoline, c'est une mousse qui recouvre le cintre papillon, il m'avait coûté 15 €. Donc on est à 230 € au total. Les leviers de vitesse ainsi que les freins, je les avais en stock, donc je ne les ai pas payés. J'aurais pu aussi utiliser ceux d'origine, donc je ne vais pas rajouter cela. La câblerie par contre, ça je l'avais en stock mais ça m'a coûté. Hein, il faut savoir qu'une câblerie complète de vélo, on est aux alentours, une câblerie de qualité avec des bonnes gaines, des câbles de qualité, on est environ à 40 € de frais. Donc ça me fait 230 plus 40, 270. Les patins de frein, donc environ, ceux de bonne qualité, ils m'ont coûté 20 €. Donc 270 plus 20, 290. Quoi d'autre? Oui, la fourche, c'est vrai que je l'ai récupéré. Mais les pneus, les Valve Marathon Plus, ils sont en moyenne à 30 € l'unité, ce qui nous fait 290 plus 60, donc 30 x 2, 60. Les chambres à air, les Michelin Protec, avec le produit à l'intérieur, c'est environ 10 € l'unité. Donc les deux, ça me fera 20 €. Donc 350 plus 20, ça me fait 370. Les pédales, je les avais en stock. Ça coûte environ une trentaine d'euros ces pédales. Mais pareil, pour les pédales, vous pouvez utiliser celles qu'il y a d'origine, sauf si vraiment elles sont en plastique. Mais en général, ça passe. Par contre, la transmission, elle est toute neuve. Donc il y a 3 plateaux à 20 € l'unité. Donc 60 € pour les plateaux. Donc 370 plus 60, ça me fait 430. La chaîne m'a coûté 15 €. 430 plus 15, 445. La cassette, 35 € de plus. Donc ça nous fait un total de 480 €. Après, je n'ai rien oublié. C'est vrai que la selle, je l'avais aussi en stock. Parce que sinon, ça ferait exploser la note. On serait à 100 € pour une selle comme celle-là. Mais on va dire, on est à 480, on va dire environ 500 € de frais
pour se faire soi-même un vélo. Donc moi je pense que c'est un budget très intéressant. Certains vont se dire c'est cher. Oui et non, parce que franchement à ce prix-là, sur le marché, vous ne trouvez rien d'aussi bonne qualité. Vous êtes sur de l'entrée de gamme, hein, sur le marché du neuf. Et là franchement j'ai un vélo qui pourrait valoir plus de 1000 euros. Franchement, vu la qualité comment c'est fait, ça pourrait valoir ça. Et ça c'est pas un vélo marketing, non, là c'est vraiment un vélo fonctionnel, un vélo parfait conçu en réfléchissant à vraiment un voyage extrême. Donc moi je suis très content, très satisfait de ce résultat. Donc maintenant, on va voir combien nous coûteraient les accessoires en plus. Donc on va dire 480 euros le vélo, la base. Et après si on rajoute des accessoires, donc je vais rajouter le porte-bagages avant qui m'a coûté 25 euros. Donc 480 plus 25, donc 505. À cela, les garde-boue, donc qui m'ont coûté 25 euros, les garde-boue, donc ça nous fait 530 le total. Le porte-bagages arrière, un peu particulier, il m'a coûté 45 euros. 45 euros, donc ça me fait 575. Les sacoches, là je me suis fait plaisir, j'ai pris vraiment de la bonne qualité, les Basil Miles. Donc là, celles-là, ils m'ont coûté une centaine d'euros. 90 pour être exact, donc 575 plus 90, ça me fait 665 euros. Quoi d'autre? La sonnette très jolie avec la boussole, elle m'a coûté, avec la livraison, elle m'a coûté 10 euros, donc 675. Le porte-téléphone, après j'ai rajouté le petit panneau solaire par-dessus, mais le porte-téléphone m'a coûté 15 euros. Donc 690. Le système à recharge USB m'a coûté 35 euros. Donc 690 plus 35. Donc on est à 725 euros pour tous les équipements. Et j'aurais pu rajouter, comme j'ai dit, une sacoche à l'avant, une sacoche de selle. Mais voilà, ça c'est en plus. Après ça sera à vous de voir selon votre projet, selon le voyage que vous allez faire, ce que vous allez rajouter. Moi en tout cas, je l'ai monté comme ça, donc ça me fait quand même, j'ai dépensé pour ce vélo, ça m'a coûté 725 euros. Et franchement, je ne regrette rien parce que ça reste un montage de très très bonne qualité. Je l'ai fait moi-même, je sais ce qu'il y a dedans. Et franchement, à ce prix-là, sur le marché, tout équipé comme ça, vous ne trouvez rien. De cette qualité-là, vous trouvez rien. Vous trouvez rien et même à ce budget, ce que vous trouvez, c'est pas terrible. C'est vraiment du basique. Là, franchement, c'est du bon matériel, c'est du très bon matériel. C'est un vélo qui a été réfléchi. Moi, je suis très content de ce panneau solaire. Fallait réfléchir à ça quand même. Et voilà, ça pourra venir alimenter un téléphone lors du voyage. Et en plus, il y a la lumière. Donc, c'est vraiment le top. Après, bien sûr, je peux rajouter un système d'éclairage que j'ai pas fait. Bon, il faudra rajouter 25 euros en fonction du système que vous sélectionnez. Mais en gros, c'est ça l'idée. Et j'espère que vous avez aimé ce montage. Je voulais vous faire cette vidéo. Je pense que c'est vraiment vous montrer ma philosophie, ma vision d'un bon vélo utilitaire pour tous les jours. Donc voilà, chose faite. J'espère que vous aimez. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo parce que là, c'est du lourd. J'aurais pu faire, cette vidéo, elle aurait dû être payante hein, parce que là, vraiment, je vous montre tout mon savoir-faire. Alors, je rigole, mais franchement, c'est une vidéo très solide. J'espère que vous l'avez vue du début jusqu'à la fin. J'espère que vous aimez le résultat. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous permettez de la soutenir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez les amis, ciao!